Nous sommes vraiment ravis d'accueillir aujourd'hui Enzo D'Armenio, un des plus fidèles participants de notre séminaire. Enzo D'Armenio est à présent chercheur postdoctoral du Fonds de la recherche scientifique en Belgique, sous ma supervision, dans le cadre du projet qui s'intitule Kinetic Ego, les performances identitaires dans les jeux vidéo et la réalité virtuelle, une généalogie des médias visuels fondée sur les concepts de mouvement. Ces recherches portent principalement sur la construction d'une théorie sémiotique des médias visuels, les problèmes de la substance de l'expression et des formats techniques des images, la rhétorique des archives audiovisuelles, les images des réseaux sociaux, les images interactives des jeux vidéo et de la réalité virtuelle. Il s'est formé à l'Université de Bologne, au centre Umberto Eco, où il a soutenu sa thèse consacrée à l'analyse de l'utilisation rhétorique des montages d'archives. Il a obtenu plusieurs financements de recherche pour des projets menés à l'Université de Liège. Parmi ceux-ci, je rappelle la prestigieuse bourse Marie Curie, Individual Fellowship pour le projet Fostering Critical Identities through Social Media Archival Images 2020-2022, consacré à l'analyse des images identitaires sur les réseaux sociaux. Parmi ces publications, je tiens à mentionner ses contributions pour les revues Signata, Semiotica, Visual Communication, New Techno Humanities, Topicos del Seminario. J'aimerais également mentionner sa monographie, publiée en italien en 2014, qui s'intitule, je vous le traduis, Monde parallèle, repenser l'interactivité dans les jeux vidéo. Enzo, à toi la parole pour l'intervention machine coénonçante, les IA génératives visuelles entre perception d'archives et circuits de composition. Merci beaucoup Maria Giulia pour cette présentation et merci aussi à Juan, bien sûr, pour cette invitation. Je suis heureux de pouvoir participer, j'espère votre l'auteur. Et voilà, je prendrai en compte dans cet exposé les intelligences génératives visuelles, telles que Midjourney, Stable Diffusion, en essayant d'examiner le fonctionnement sémiotique. Je tiens à préciser que c'est la première intervention que je consacre à cette thématique et que je suis déjà redevable des interventions qui ont été accueillies dans ce séminaire, mais je suis encore plus redevable des réunions qu'on a réalisées avec Adrien et Maria Giulia lorsqu'on a réfléchi, on a fait des expériences et mes dettes sont un peu disséminées, sont difficiles à quantifier, mais de manière plus générale, je voudrais aussi dire que je trouve la thématique de cette année, du séminaire de cette année, très importante, qui pose un vrai défi à la sémiotique, un défi auquel on doit essayer de répondre. Alors, je ne vais pas parler pour le moment d'énonciation, je reviendrai à la fin de l'intervention, mais j'aimerais partir d'une définition des intelligences artificielles génératives visuelles. On pourrait les définir en tant que machines coénonçantes, parce que même si elles ne sont pas, si elles sont dépourvues d'intentionnalité, elles sont pourtant capables de réaliser des énoncés visuels, bien sûr en collaboration avec les humains, et bien sûr sur la base d'archives structurées ou bases de données. Et je voudrais défendre l'effet que les intelligences artificielles mettent en place deux configurations particulières. La première, je l'ai définie, une perception d'archives qui concerne la manière très particulière de voir, d'entendre la machine vision et surtout le fait qu'il s'agit de percevoir des archives entières à travers des opérations qui sont reconfigurables. Deuxième configuration, des circuits de composition. Et le problème, c'est celui d'essayer d'analyser les rapports entre la logique prédicative, c'est-à-dire les prompts verbaux qui sont réalisés par les êtres humains, et la logique de la composition visuelle. Parce qu'entre ces deux logiques, il se passe quelque chose dans les AI génératives visuelles. Mais pour arriver à ces deux configurations, j'ai eu besoin de partir, pour comprendre l'intelligence artificielle, une définition très large de sémiotique que je reprends de Pierluigi Dosso Fossaro, et notamment son livre Vers une écologie sémiotique de la culture, c'est-à-dire une définition qui concerne toutes les médiations du sens qui se passent dans la société et qui vont au-delà des déterminations biologiques. Et
le projet est clair, celui d'aller au-delà des notions de discours, des codes et des textes pour prendre en compte toutes les médiations dans la société, y compris, par exemple, la perception. Et à l'intérieur de ce cadre, Luigi Basso-Fossali articule quatre sphères fondamentales de médiation. Je vais un peu les articuler, je vais un peu parler de ces quatre sphères, la sphère phénoménale, la sphère linguistique, institutionnelle et technologique. Et chacun de ces espaces, nous dit Luigi Basso-Fossali, propose une écologie spécifique des relations interactentielles. Et alors, on peut définir de manière bien sûr rapide ces quatre espaces. Je ne vais pas lire les citations, mais voilà. Le premier espace, c'est celui de l'expérience et de la perception, parce qu'il est organisé autour des valences spécifiques, c'est les valences sensibles. Ensuite, les espaces linguistiques concernent les prises d'initiative énonciatives. Ça, c'est très important par rapport à l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que chaque énonciation est le fruit d'une prise d'initiative, mais aussi du résultat des contraintes ou des grammaires. Langage verbal, langage visuel, des langages multimodaux. Mais ces échanges interpersonnels de l'énonciation sont négociés dans la sphère sociale grâce au filtre de certains domaines de communication. Et on pense par exemple au domaine religieux, au domaine artistique, au domaine scientifique, etc. Et enfin, des espaces technologiques, moi j'ai peut-être l'interprétation un peu plus réduite de cet espace, parce qu'à mon avis, il s'agit de l'espace de la communication intergénérationnelle, c'est-à-dire la manière dont les humains peuvent communiquer avec des générations successives et notamment les opérations qu'on peut accomplir sur les archives et à travers les archives. Et ici, il y a un schéma qui présente ces sphères dans leur globalité. Il me semble que ces espaces sont organisés de manière, selon un critère d'inclusion progressive, part de la dimension, disons, la plus privée et subjective, si l'on veut, la perception. Puis il y a l'intégration avec des échanges interpersonnels, l'énonciation, les collectifs, la communication et les générations, la transmission. Alors, à partir de ces larges points de vue, je voudrais tout d'abord voir si l'intelligence artificielle restructure au niveau interne ces dimensions et puis quelles sont les superpositions particulières entre ces dimensions par rapport à l'intelligence artificielle. Et bien sûr, la dimension la plus importante, à mon avis, est celle de la transmission, surtout si on pense à la question des archives. Parce que pour générer leurs images, les intelligences artificielles génératives visuelles telles que Midjourney ont besoin justement de larges archives et qui sont liées au paradigme de Big Data. Si, parlant avec Adrien, j'ai découvert que cette formule est très dépassée, d'accord? Mais alors, avant d'arriver à cette acception de l'archive, à mon avis, c'est important de reprendre trois conceptions précédentes des archives, parce que la quatrième, qui concerne les intelligences artificielles, reprend les opérations qui sont possibles avec ces trois premières conceptions. La première conception est celle, disons, plus classique, l'idée des archives des valeurs patrimoniales, c'est-à-dire une série de documents à conserver, à indexer, parce qu'ils font des descriptions, des descripteurs, dans la visée de les transmettre aux générations futures. Et donc, il s'agit d'un archive qui est composé d'objets qui gardent leur unité physique, et les opérations sémétiques qui sont concernées par cette acception de l'archive sont l'indexation, la conservation, la disparition, etc. On connaît tout ça, c'est les institutions muséales dans le sens le plus classique. Deuxième acception, ici, je ne vais pas lire cette citation, mais ce livre est important de Jamie Byron, de Archive Effect. La deuxième acception concerne les archives en tant que ressources, avec les numériques. Produire des documents, les partager, les faire circuler, les modifier est beaucoup plus facile. Et une des conséquences qui est un peu thématisée dans cette citation est que les sources officielles d'archives, les institutions d'archives, sont mises en concurrence avec d'autres sources, des collections professionnelles, des collections d'amateurs, etc. Mais il y a d'autres caractéristiques de cette acception de l'archive que je voudrais souligner. Tout d'abord, bien sûr, on peut accéder à distance aux documents d'archives.
Les institutions elles-mêmes organisent des concours de montage, de remontage dans le cas des audiovisuels et il y a une valorisation liée à une politique active de la mémoire. On peut reprendre les documents d'archives audiovisuelles, les monter avec les documents contemporains pour engendrer une mémoire vivante, d'une certaine manière. Mais c'est intéressant surtout, je crois, au niveau des opérations sémiotiques, parce que dans une première phase, ça, moi c'est mon interprétation, cette conception de l'archive en tant que ressource est limitée à la malléabilité à dominante syntagmatique. Ça veut dire que, par exemple, dans le cas des audiovisuels, les syntagmes visuels, les morceaux d'archives gardent leur intégrité plastique et figurative. Et c'est seulement à travers un montage avec des vidéos contemporains qu'on peut produire du nouveau sens d'une certaine manière. C'est pour ça que je parle des dominantes syntagmatiques. Troisième acception concerne les archives en tant qu'effet de sens. Et je pense notamment au fait qu'à travers le numérique, on peut simuler des formats d'archives du passé. On peut simuler la substance de l'expression des images, des formats techniques. Ici, vous avez deux petits exemples, un film phototensible qui est un faux documentaire. Justement, il s'agit de simuler la texture des images du cinéma de premier temps. Et ici, un exemple un peu moins, voilà, un exemple d'un feed sur Instagram qui peut transformer nos photos en bande dessinée ou en dessin animé, etc. Et voilà, par contre, ici, je voudrais lire cette citation parce que je l'aime bien, toujours Jamie Baer dans The Archive Effect. La situation contemporaine appelle à une reformulation du document d'archives comme une expérience de réception plutôt qu'une indication d'une sanction officielle ou d'un lieu de stockage. Je me réfère à cette expérience comme l'effet d'archive. Et voilà, les opérations sémiotiques qu'on peut dire à cette acception d'archive sont une malléabilité qui n'est plus limitée au syntagme, mais qui est une malléabilité paradigmatique. On peut justement modifier la substance de l'expression des images, on peut modifier les formats techniques et on peut dire pas mal d'articulations, par exemple, à travers deux formats différents de l'image, on articule la dimension temporelle, où on peut prendre en compte un format qui est lié à une pratique spécifique, le reportage, et il est lié à un autre format de l'image, donc un montage d'archives, mais aussi un montage des genres, si l'on veut. Et on arrive tout doucement à la quatrième acception des archives, qui concerne les intelligences artificielles. Et j'aimerais démarrer avec cette citation de Jussi Parikh dans un livre qui s'appelle Operational Images, si je me suis trompé, je mets au singulier. Mais c'est que Parikh a dit que justement on parle d'images, mais en réalité il s'agit de rendre opérationnelle, opérative, l'histoire et les archives d'images, des photographies aussi d'autres sortes d'images. Et alors même si l'on prend effectivement à cette idée des archives de collection d'images, on peut penser tout de suite à l'objet, quand même au dataset, et on peut commencer à décrire certaines des caractéristiques sémiotiques. Tout d'abord, un dataset n'est pas seulement un archive, mais d'une certaine manière est un archive d'archives. C'est la formule singulière, je sais qu'en français n'est pas correct. Pourquoi? Parce qu'un dataset peut contenir les documents indexés d'une institution muséale, une série d'ouvrages artistiques avec les descripteurs, les titres, etc. Mais on peut aussi ajouter d'autres images. Donc, il s'agit déjà des opérations qui concernent la conception réflexive de l'archive. Deuxième considération concerne le fait que, bien sûr, on peut modifier les indexations, c'est-à-dire que le couplage entre image et index peut être modifié, peut être reconfiguré. Donc, c'est un autre aspect qui me semble intéressant. Troisième aspect concerne le fait que les datasets sont en évolution constante. Je ne vais pas anticiper quelque chose que je vais dire plus tard, mais à travers des technologies de capture, toutes les images numériques produites par nos smartphones et toutes les productions d'images sur Internet sont déjà insérées dans des réseaux de capture et modélisation algorithmique. Ici, il y a une autre citation d'un article que j'estime important d'Antonio Somaini, Algorithmic Images, où il dit que la culture est devenue une autre boucle de rétroaction parce que les images qu'on produit vont alimenter ces datasets au fur et à mesure qu'on produit des images.
Mais notre caractéristique que j'estime la plus importante des datasets est qu'il s'agit d'archives d'opérations. Et on peut faire un exemple, une comparaison entre deux datasets, ImageNet, qui est le dataset le plus utilisé pour des tâches de reconnaissance d'objets automatiques, entraîner des AI à reconnaître des objets, et Lion 5B, qui est par contre le dataset pour entraîner Stable Diffusion à générer des images, des prompts. Alors, dans le cas d'ImageNet, il s'agit de 1,4 million d'images indexées selon 1000 classes d'objets. En réalité, il y a plusieurs versions, j'ai choisi la plus courante, la plus utilisée. Et elle contient des images associées à des descripteurs. Des images, on pourrait dire simples. Par exemple, image de chat associée à la description un chat. Et voilà, ce dataset est utilisé pour entraîner les intelligences artificielles à reconnaître les images, les objets à l'intérieur des images, c'est-à-dire associer le descripteur chat à une image de chat. Par contre, si on prend en compte Lion 5B, c'est-à-dire le dataset de Stable Diffusion, il s'agit de 5,8 milliards d'images complexes. Donc déjà, il y a plus d'images associées aux annotations filtrées par clip, c'est-à-dire une description verbale filtrée par clip, qui est notre intelligence artificielle, et associées aussi à des valeurs esthétiques concernant la beauté d'une image qui a été réalisée par des êtres humains. Et un exemple qu'on peut donner, que j'ai trouvé en ligne, c'est par exemple l'image d'un chat français, plutôt qu'un chat, associé au descripteur. Et voilà, pour dire quelque chose de plus des clips, clip décide si une description verbale qu'on peut trouver en ligne contient toutes les informations nécessaires pour Et donc, vous voyez qu'il y a une sorte de récursivité entre ces deux datasets, c'est-à-dire que certaines opérations qui étaient les résultats de l'entraînement de l'intelligence artificielle peuvent être déjà contenues dans les datasets d'une autre intelligence artificielle. Donc, il y a une sorte de strates d'opérations, pas seulement des strates d'archives. Et à cet égard, notre article important de Adrian McKenzie et Anna Munster, Platform Seeing, en d'autres termes, les systèmes d'apprentissage automatique tels qu'AlphaGo opèrent de manière diagrammatique en distribuant les relations au sein des ensembles d'images et en générant des matérialités et des expériences dans leur ciblage. Je termine donc la discussion de la dimension de la transmission et des opérations sur les archives et je passe à la dimension de la perception. On peut tout d'abord se demander, est-ce que c'est correct de parler de perception ou il s'agit de métaphore? Moi, j'estime que même si les machines ne voient pas, on n'entend pas comme les êtres humains, je pense que ce concept est nécessaire pour moins comparer la manière de voir, de percevoir des humains et la manière de voir des intelligences artificielles. Mais il y aura d'autres raisons que je vais vous exposer. Ici, il y a une citation à nouveau de Somaini qui dit « La vision par ordinateur introduit une nouvelle forme de perception visuelle automatisée qui décentre les regards humains et réorganise les champs visibles et redessinant les lignes qui séparent ce qui peut être vu de ce qui ne peut pas l'être. » Alors, mon hypothèse par rapport à la perception, pour anticiper un peu ce que je veux dire, est que la perception des intelligences artificielles dérive de l'articulation de deux typologies de perception, une distribution de perception humaine ou machinique, et surtout dans le cas de la construction des datasets, et d'une perception distribuée sur les datasets dans la phase d'apprentissage. On va aborder ce volet maintenant. La question de distribution des perceptions dans les datasets concerne justement comment les datasets ont été construits. Et on peut reprendre ce que je viens de dire à propos d'ImageNet et de l'autre dataset en disant que au début, c'était les êtres humains qui réalisaient des opérations perceptives pour donner des compétences à l'intelligence artificielle. Dans le cas d'ImageNet, on peut dire que l'association d'une image simple, les chats, et la description un chat, c'est l'association entre une image et un jugement perceptif, ou un jugement perceptif simple. Et pour entraîner cette intelligence artificielle,
des intelligences artificielles pour reconnaître des objets, il faut leur fournir toutes les images du dataset et donc tous les jugements perceptifs. Et il faut aussi souligner, voilà, distribution des perceptions, comment les datasets ont été construits, parce qu'il y a derrière un travail, voilà, qu'on pourrait construire, c'est un travail historique, c'est un travail, les humains travaillent d'une certaine manière pour les machines. Il y a trois modalités principales. La première est le scrapping en ligne, c'est-à-dire la collecte plus ou moins légale des documents d'images sur le web, notamment sur les réseaux sociaux, mais partout, qui sont déjà associés à des descripteurs verbaux. Par exemple, des commentaires, des tags, des titres, qui, bien sûr, doivent être filtrés. Pas tous les commentaires sont pertinents. Deuxième modalité, les CAPTCHA. Ici, il y a un exemple, c'est-à-dire quand un site Internet nous demande de démontrer qu'on n'est pas des robots ou des bots, et donc on doit reconnaître des bus, des vélos et toutes sortes d'objets. Et enfin, des micro-contrats sur Amazon Mechanical Turk, c'est-à-dire des contrats de quelques heures qui demandent à des êtres humains de reconnaître des objets, c'est-à-dire les tâches que les machines n'étaient pas encore capables de réaliser. C'est la manière de construire les datasets. Et on voit déjà que les êtres humains ont travaillé à la progressive autonomisation des compétences perceptives, si on veut les appeler perceptives, et énonciatives des intelligences artificielles. Et au fur et à mesure que ces datasets et que les architectures des modèles informatiques ont progressé, certaines tâches ne sont plus confiées aux êtres humains. Par exemple, la reconnaissance d'objets, il n'y a plus besoin que les êtres humains accomplissent cette tâche. Ou encore, le filtrage des descriptions verbales pour une image, Clip peut le faire toute seule, peut sélectionner les informations qui ne sont pas pertinentes. Et puis encore, Neural Storytelling peut construire des petits récits à partir d'une image. Et ChatGPT, on le sait, peut construire des récits complexes. Vous voyez qu'il y a toute une phase d'autonomisation où les humains ont dû fournir quand même une quantité énorme de données. Ça, c'est la première condition pour le fonctionnement des intelligences artificielles. Mais puis, il y a une sorte d'autonomisation progressive. Ça ne veut pas dire que les intelligences artificielles font toutes seules, mais que dans leur fonctionnalité, dans leurs compétences, elles sont plus autonomes. Et on pourrait même dire quelque chose de plus à propos des compétences des machines et surtout des datasets. Maintenant, on peut dire que toutes les images numériques, presque, ou les images que nous produisons avec les smartphones, sont automatiquement enregistrées et prêtes à être modélisées par une intelligence artificielle. Parce que d'une part, nos smartphones peuvent reconnaître une scène, donc il s'agit d'un paysage, il y a une amélioration des couleurs, etc. Mais d'autre part, ils peuvent déjà envoyer les données au système propriétaire, Google Photos ou d'autres opérateurs, d'autres entreprises. Et le même, on peut le dire de Siri, Alexa, tous les appareils qui nous écoutent, qui nous entendent, qui nous voient. Et à cet égard, je voudrais reprendre quelque chose que Dario Compagno a dit dans son intervention dans ce séminaire même, parce qu'il a justement souligné le fait que les intelligences artificielles ont surtout une connaissance encyclopédique, c'est-à-dire qu'ils peuvent gérer seulement les choses qu'on leur a appris et qu'elles n'ont pas des corps et des perceptions, que quand même ça c'est la limite. Moi je suis d'accord, mais je voudrais peut-être ajouter quelque chose, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un corps unique, mais en même temps il y a toute une série de dispositifs qui peuvent nous entendre, qui peuvent nous regarder, et que toutes ces données sont tellement complexes qu'ils restent quand même proches des contingences de l'expérience humaine. Donc, cette base de données peut être quand même traitée et qu'il s'agit quand même de quelque chose de proche de la perception. Et c'est pour ça, surtout, tous ces appareils, Alexa, nos smartphones, les écrans, sont une distribution de perception qui concerne une autonomisation progressive. Si nos photos sont directement envoyées à Google Photos et peuvent être traitées, il y a justement cette distribution de perceptions et des auteurs parlent de la vision des plateformes ou des plateformes cibles. En français, ça ne rend pas aussi bien. Et voilà, ici, il y a une autre citation à Somaïni, mais je tiens seulement à souligner qu'il parle d'écoute machinique et du fait que nos données sensibles, nos voix, etc., sont déjà stockées, classées, analysées, peuvent déjà nourrir des réseaux d'intelligence computationnelle.
Et alors, la conclusion de cette première partie consacrée à la perception est que même si les intelligences artificielles ne possèdent pas un corps sensible unitaire, elles travaillent quand même à travers plusieurs corps technologiques et qu'ils peuvent quand même modéliser, c'est-à-dire traduire dans un espace numérique latent, la complexité des données multimodales de ce qu'on lit, voilà, de nos actions, et les organiser selon une logique très fin de proximité et de distance. Et cet espace-là est un espace à la fois computationnel et sémiotique. Computationnel parce qu'il s'agit justement de listes nombres dans un espace mathématique, mais on peut spéculer sur le fait que cet espace est organisé en régions sémiotiques, c'est-à-dire des régions qui mettent ensemble des données relatives à des descripteurs verbaux et des données relatives à l'activation des pixels et donc aux images. Deuxième volet qui concerne la perception distribuée dans la phase d'apprentissage. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il s'agit d'une perception très particulière, si vous voulez, topologique, mais qui marche à travers des couches et que donc il s'agit quand même de quelque chose proche de la perception. On peut rappeler deux opérations fondamentales pour entraîner les intelligences artificielles. La première, disposer d'une base de données très large, des millions d'images, qui contient aussi des descripteurs qui peuvent être proches des jugements perceptifs, des descriptions articulées, parfois des récits. Ça, c'est la première condition, peut-être la plus importante. La deuxième, c'est peut-être plus banal, de préparer les images à être analysées par les modèles. Donc, il s'agit d'images numériques. Donc, nous avons une photographie argentique ou un tableau artistique, il faut rasteriser l'image, la réduire à une grille orthogonale de pixels, parce que c'est vraiment de cette manière qu'il peut passer à travers les couches. Pour donner des exemples, AlphaGo, l'intelligence artificielle qui a battu les champions de Go, qui est un jeu qui est réputé plus difficile, qui demande une intelligence stratégique majeure que les jeux des effets, a été entraînée grâce à une base de données d'images de la résolution de 19 pour 19 pixels, c'est-à-dire 9 mm selon les manières de visualiser ces images. Stable Diffusion, de la même manière, par une base de données énorme, mais puis doit uniformiser de cette manière les images et le réduire à 512 par 512 pixels. Une fois que les images du dataset sont préparées, ils passent par les différentes couches qui composent les modèles. Si je trouvais des images, je ne sais pas si c'est assez visible. Et les modèles doivent effectuer déjà des tâches prédictives associées à l'opération pour laquelle a été conçu. Donc, un modèle pour la reconnaissance d'objets. Pendant la phase d'apprentissage, le modèle doit essayer de reconnaître l'image. Mais, et voilà, ça concerne disons, comment les images passent dans ces couches. Et on peut aussi dire quelque chose, même si les couches intermédiaires sont invisibles ou pas, on ne peut pas trop en parler. Les premières couches s'occupent d'opérations plus simples, plutôt au fur et à mesure qu'on avance dans les couches, les opérations globales sont complexes. Et donc, on pourrait dire qu'au tout début, il s'agit de détection des bords, des lignes, etc. Et puis, des configurations plus complexes, telles que des configurations, des formes, des figures, etc. Mais la question la plus intéressante et aussi plus difficile pour la sémiotique concerne la question des poids et des paramètres du modèle. Au tout début, le modèle a déjà une architecture, c'est-à-dire que si on a décidé qu'il faut accomplir des multiplications, ça c'est déjà figé dans le modèle. Mais les poids de ces opérations, c'est-à-dire qu'il faut multiplier pour quelle mesure, et décider au fur et à mesure que l'entraînement est réalisé. Au début, les poids sont aléatoires, ne sont pas affinés, et une fois que l'entraînement se déroule, des erreurs de prédiction sont produites à la fin. Par exemple, en place de reconnaître des chats, notre modèle reconnaît des chiens, et alors, sur toutes les couches, l'erreur est retravaillée, les points sont affinés, et le modèle devient plus efficace. Et on appelle cette opération backward propagation of errors.
Alors, pourquoi c'est intéressant ces procédés, ces processus d'entraînement? Pour deux raisons. La première, parce qu'à mon avis, le fait qu'on doit moduler les points, le fait que les points sont de plus en plus raffinés, adaptés à la tâche, concerne le fait qu'on doit entraîner un peu la sensibilité du sémiotique de l'intelligence artificielle. Deuxième raison, parce que l'intelligence artificielle semble reproduire, bien sûr de manière probabiliste et computationnelle, certaines tâches de la perception humaine. Ici, j'ai une citation de Pierluigi Basso-Fossale qui est prise dans les mêmes livres, mais je voudrais reprendre ce que Jean-François Bourgron avait dit dans la séance précédente du séminaire. Si un artiste regarde un paysage parce qu'il veut réaliser un ouvrage artistique, il essaie de trouver de nouvelles expressions. La perception sert à trouver de nouvelles expressions ou à remettre en cause des pertinences sémiotiques. Et si on pense à l'intelligence artificielle, il se passe quelque chose de semblable, sauf qu'à travers la phase d'entraînement, à travers la phase où la machine traite de larges quantités de données visuelles et verbales, il ne s'agit pas de trouver de nouvelles expressions, mais de trouver des expressions. Et si vous voulez, on peut aussi reprendre les considérations de Gilles Deleuze par rapport à l'art. Gilles Deleuze dit que pour un artiste, la page blanche pose des difficultés parce qu'elle est trop pleine de normes, trop pleine de stéréotypes. Or, pour la machine, il s'agit du contraire. Il faut retrouver ces normes, il faut retrouver ces stéréotypes, même si de manière très différente. Donc, il s'agit de trouver des connexions statistiques entre des mots qui sont transformés en liste de nombres et des images qui sont transformées en liste de nombres, c'est-à-dire entre des descripteurs verbaux et des activations des pixels. C'est probablement à ce stade, dans la phase d'apprentissage, que les liens syntagmatiques et paradigmatiques entre les mots et les groupes de qualité visuelle sont établis, mais on ne peut pas dire vraiment comment ça se passe, parce que chaque node et chaque couche réalise toute une série d'opérations complexes sur les données d'entrée. Donc, on ne pourrait pas isoler des figures, des traits plastiques, mais il s'agit de configurations plus larges. Alors, les termes sémiotiques que j'estime le plus intéressant et adapté est celui des systèmes de circuits, que je reprends de la récente proposition de Pierluigi Basso-Fossale. Ici, j'ai mis la référence à l'article. En réalité, je suis déjà en train de trahir cette conception parce que voilà, je l'adapte un peu à l'intelligence artificielle et du coup, je ne suis pas sûr de suivre cette conception qui était plutôt liée à une théorie sémiotique large. Moi, je veux un peu l'adapter à l'intelligence artificielle parce que l'activation des pixels, qui est la manière de composer les images de la part de l'intelligence artificielle, est reliée de manière transversale à travers des circuits de composition, c'est-à-dire qu'il peut s'agir de figures, il peut s'agir de domaines sociaux à part entière, il peut s'agir d'un domaine artistique, imaginaire entier. Mais alors pourquoi un circuit? Ici, il y a un exemple, oui. Je vous présente cet exemple. J'ai demandé à Midjourney 6 de produire une image de Venise dans le style de Van Gogh. Vous voyez, on a quatre images nocturnes. Il y a des gondoles, bien sûr. Il y a des étoiles, etc. Et vous voyez que deux centres descripteurs, Venise et Van Gogh, je n'ai même pas dit paysage, activent tous des stéréotypes, active tous des stéréotypes au niveau de la texture, des stéréotypes au niveau des figures, des stéréotypes au niveau des genres d'image. Il s'agit d'une image artistique, mais qui est quand même proche de la carte postale et donc du domaine touristique. Tout ça pour dire que les gondoles, la lune et les étoiles sont considérées comme statistiquement nécessaires pour l'intelligence artificielle dans cette connexion compositionnelle par circuit. Alors pourquoi on parle de circuits? Parce que les circuits présupposent une innervation transversale, je viens de le dire, entre dimensions du sens, prévisuel, domaine, pratique spécifique, figure, mais aussi parce qu'un circuit concerne la connexion entre une dimension interne et externe. C'est-à-dire il y a, d'une certaine manière, l'immanence du système computationnel, mais c'est seulement les prompts
des êtres humains qui activent les connexions entre ces grandeurs. Donc, un prompt nécessaire doit agir de l'extérieur pour activer cette composition perceptive. Et voilà, on peut dire de manière plus générale par rapport à cette perception d'archive, parce que là, j'ai un peu anticipé le côté de l'énonciation, que la machine doit quand même analyser statistiquement un ensemble de données. Elle doit percevoir l'archive d'une certaine manière. Seulement à travers cette perception d'archive, elle peut produire la matérialité, si l'on veut, la matérialité numérique pour composer, puis des images. Et dans l'article que j'ai déjà cité, les 15 monstres parlent d'ensemble d'images, c'est-à-dire le fait que l'ensemble des archives est modélisé et devient un système virtuel de composition de la magnitude des pixels. Et bien sûr, ces pixels sont mis dans un réseau positionnel de traduction par rapport aux descripteurs verbaux. Alors, c'est pour cette raison que je pense qu'il est approprié de parler de perception d'archives, d'organiser un service dense de perception computationnelle et distribué en touches. Mais voilà, je me rends compte que ce concept de perception est quand même problématique par rapport aux machines et j'aimerais simplement rappeler qu'il y a une réflexion autour de cette idée et qu'on a essayé dans les domaines des sciences humaines intéressés par le machine learning d'utiliser des formules telles que topologie perceptive ou calcul optique. Et Fabien Hoff et Peter Bell, dans un article aussi important sur Perceptual Bias and Technical Media Picture, disent justement que c'est important de comprendre la manière de regarder les images, qu'il faudrait construire des méta-images techniques, c'est-à-dire des méta-images qui nous font comprendre comment la machine voit, même au prix d'ajouter des informations qui ne concernent pas vraiment la vision de la machine. Ça, je trouve très intéressant. Et dans le domaine de l'art numérique, il y a déjà des expériences pour essayer de construire ces images, ces méta-images computationnelles. J'arrive à la troisième dimension du sens, donc la sphère de l'énonciation dans les intelligences artificielles génératives visuelles. Et je rappelle la définition que j'avais utilisée au tout début, c'est-à-dire des machines co-énonçantes qui sont dépourvues d'initiative, mais qui produisent pourtant des énoncés en collaboration avec les humains, bien sûr, et sur la base d'archives structurées. Alors, il s'agit de modèles très particuliers, qui s'appellent des modèles de diffusion, dans le cas de Midjourney, Stable Diffusion, et je ne veux pas répéter tout ce qu'Adrien de Liège a expliqué la fois dernière, je veux seulement rappeler quelques points. Ces algorithmes, ces modèles sont entraînés de deux manières principales, c'est-à-dire à prendre une image donnée, à ajouter du bruit et puis à retrouver l'image donnée. Ici, vous avez une petite image d'un chat, cette image est bruitée, et puis l'algorithme, le modèle, doit retrouver l'image originelle. Deuxième manière, c'est justement cette traduction des descripteurs et d'images, ou d'activation des pixels en traduction numérique, en embedding. C'est-à-dire que les descripteurs et les configurations visuelles sont transformés en liste de nombres et puis sont absorbés par les modèles. Donc, sont positionnés dans le même espace computationnel qui concerne la distance et la proximité entre ces entités numériques. Alors, dans la phase d'inférence, c'est-à-dire la phase de production des images de la part de ces intelligences artificielles, il s'agit de l'opération contraire, c'est-à-dire que le modèle produit une image bruitée de manière complètement aléatoire. C'est la raison pour laquelle on n'obtient pas du tout les mêmes résultats, même si on utilise les mêmes prompts. Le modèle doit prédire les bruits, il doit l'éliminer, et pendant qu'il élimine les bruits, il compose aussi l'image originelle, l'image inédite. Mais cette composition par débruitage est guidée par les prompts verbaux. Donc, il s'agit quand même d'une collaboration entre plusieurs syntaxes. Pour essayer de comprendre cette démarche très particulière de composition, moi, je pense qu'on peut la définir comme un mouvement de composition. Et surtout, on peut peut-être essayer de les comprendre par rapport à d'autres mouvements de composition à travers des comparaisons archéologiques. Et je pense notamment au cas de la photographie.
parce que dans le cas de la photographie, ici je vais très rapidement, la photographie peut être définie comme un mouvement de décélération et de fixation visuelle de la lumière ou du mouvement naturel sur un substrat. C'est-à-dire que les paramètres tels que l'ouverture du diaphragme, la durée de l'exposition sont liés à ces mouvements de décélération et surtout qui laissent des traces expressives dans les images. Si on pense à les formes du flou, elles dérivent directement de ces paramètres, de cette décélération. Et je peux rappeler très rapidement les trois formes de flou qui sont articulées dans le langage technique de la photographie. Le flou cinétique qui est localisé dans une partie spécifique de l'image, c'est-à-dire le corps qui a bougé au moment de la prise de vue. Dans ce cas, par exemple, les jambes d'un sportif qui a bougé au moment de la prise de vue, ça va flotter dans l'image. Ou on a un deuxième, le flou de bouger, qui au contraire est répandu sur toute la surface de l'image, parce que c'est l'appareil photo qui a bougé au moment de la prise de vue, et c'est le cas par exemple des photos de guerre. Et enfin, les bokeh, désolé pour cette image pas bellissime, les bokeh par contre est lié à l'ouverture du diaphragme et à la distance par rapport à l'objet qu'on veut prendre en photo, c'est-à-dire qu'on peut entourer un objet mis au point par un effet de trou, comme c'est le cas dans les portraits par exemple. Alors moi, j'estime que dans les cas des intelligences artificielles génératives visuelles, il s'agit également d'un mouvement de composition, mais plutôt de fixer les mouvements visuels sur un support, plutôt que fixer la lumière sur un support, il s'agit plutôt de remettre en mouvement les traits visuels qui sont contenus dans les datasets. Et bien sûr, le dataset est présent seulement comme virtualité dans le modèle final, qui les a absorbés, qui les a travaillés, afin de produire une nouvelle image. Donc, il s'agit un peu de mouvement contraire, mais d'un mouvement beaucoup plus complexe. Et ici, voilà, Eugène a proposé dans le capital algorithmique l'idée qu'une nouvelle économie de la lumière a été mise en place, c'est-à-dire qu'il ne s'agit plus d'un rapport indexical entre la lumière et un support sensible, mais qu'on peut réexploiter les images, la lumière qu'on a déjà utilisée pour d'autres opérations algorithmiques. Mais voilà, le problème le plus difficile et le plus intéressant pour la sémantique est justement de comprendre comment la prédication verbale des prompts travaille avec la composition visuelle. C'est-à-dire comment une logique mériologique du visuel, les rapports entre les parties et le tout, et les parties, peut travailler avec une logique prédicative. Et en réalité, si on analyse avec plus d'attention, dans l'intelligence artificielle générative, il y a au moins trois syntaxes. La première est celle de l'espace latent, c'est-à-dire une syntaxe mathématique et positionnelle, dans laquelle des listes et nombres relatifs au visuel et des listes et nombres relatifs au verbal sont positionnés dans le même espace. Et ici, je voudrais aussi rappeler la première intervention du séminaire, l'intervention de Maria Giulia Montero, quand elle a parlé justement que le langage de programmation le plus proche de la machine consiste en des opérations syntaxiques sur l'espace. Il me semble qu'ici, il s'agit d'une syntaxe sémantique très proche. Deuxième typologie de syntaxe est la composition visuelle, parce que les intelligences artificielles démarrent d'une différenciation visuelle provisoire, et c'est un produit que Marion Colas-Blaise m'a suggéré dans la première version de ce texte, et je la remercie. C'est-à-dire que ces bruits visuels est quand même des rencontres avec un écran. Et une fois qu'on rencontre un écran, on n'a plus un espace multidimensionnel, mais on a une activation bidimensionnelle. Et donc la syntaxe et la composition changent beaucoup. Et enfin, on a la prédication verbale, parce que les prompts sont traduits, bien sûr, deviennent des embeddings, mais ce sont des prompts qui organisent, qui influencent la composition visuelle, le débrouillage. Et alors, on pourrait parler d'une composition négative à partir du bruit, le niveau de soustraction des bruits pour composer une image, et que probablement, entre la syntaxe mathématique de l'espace latent et la syntaxe visuelle, il y a quand même des opérations de va-et-vient. Il s'agit quand même de prédire à plusieurs reprises des morceaux, des strates de bruit, ce n'est pas une production immédiate. Mais voilà, la relation syntaxe
on ne peut pas aller plus loin à l'état actuel de la compréhension du fonctionnement de l'intelligence artificielle, mais on peut parler des circuits de composition ou plutôt de mouvements de composition par circuit. Parce qu'entre la composition visuelle qui concerne le débruitage et la prédication qui concerne les prompts, il y a un circuit liminaire qui concerne l'espace latent et justement les opérations mathématiques. Nous ne pouvons pas étudier directement ces connexions, ces trois circuits, entre ces trois syntaxes, mais on peut voilà, faire produire la machine, essayer d'analyser de manière indirecte ces circuits. Et je voudrais vous présenter dans la dernière partie de cette intervention les expériences, les expérimentations que j'ai réalisées avec Midjourney 5 et 6, mais je veux souligner qu'il s'agit vraiment d'expérimentations pas systématiques, il n'y a pas des conceptions, des pertinences statistiques derrière, mais que c'est vraiment une manière de tester la prédication des prompts et comment on peut contrôler ou pas la composition visuelle. Et alors, j'ai démarré en me demandant si la logique de l'espace est plus forte, peut-être qu'on peut modéliser des caractéristiques plastiques, l'espace de l'image, etc. Donc, j'ai demandé tout simplement 3 lignes verticales blanches sur un fond noir. Et vous voyez que déjà, ce n'est pas une tâche si facile, parce que c'est vraiment 2 images présentent 3 lignes verticales, les autres, il y en a 5, 6, voilà. Et puis, j'ai essayé de tester quel est le degré de contrôle sur une composition plus complexe, une série d'objets géométriques traversés par une ligne. Et même ici, on voit que ce n'est pas si facile de traduire en prompt, en image, les prompts qu'on a réalisés. Mais par contre, si on demande de manière plus générale, et c'est aussi la visée de ces algorithmes, il ne s'agit pas de construire des expérimentations, mais de produire des images belles. Je pense que c'est ça la présentation qu'elle donne d'elle-même. Si on demande des objets géométriques dans un espace tridimensionnel avec de la lumière, etc., les images sont effectivement satisfaisantes. Puis j'ai essayé, voilà, ça c'est une découverte, c'est quelque chose qui est observé, quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire que si on demande de produire une image à travers des prompts, on ne peut pas trop contrôler la structure de l'image. Mais par contre, si on a déjà une image produite, en utilisant une fonction spécifique qui s'appelle VaryRegion, l'intelligence artificielle semble adopter une logique très différente. Elle semble avoir incorporé une cohérence visuelle, une idée de cohérence visuelle. Ici, j'avais demandé une séquence d'objets géométriques et j'étais très déçu de voir qu'il y avait une main humaine que je n'avais pas demandé dans les prompts. Et alors, j'ai utilisé la fonction VaryRegion dans toute la partie qui concerne les bras et la main. Donc, une partie quand même très large, mais je n'ai pas ajouté des prompts, parce qu'on peut ajouter des prompts et demander, je ne sais pas, un visage d'humain ou une autre forme géométrique. Je n'ai rien demandé et l'intelligence artificielle a compris, ou quand même a agi comme s'il comprenait le fait que cette main humaine n'était pas cohérente avec la composition des images. Et j'ai pu vérifier cette sorte d'idée de cohérence dans une autre expérience, qui m'oblige à parler d'une autre tentative. J'ai encore essayé d'articuler l'espace de l'image et de demander à Midjourney d'organiser les images en 3 morceaux où un acteur produit ou exprime des émotions différentes. La joie, la colère, etc. Je n'ai pas lu tous les prompts. Et avec Midjourney, je n'ai pas réussi à contrôler cette succession. Mais Adrien de Liège a utilisé le même prompt sur DALL-E, donc sur notre intelligence artificielle de génération visuelle. Et on a remarqué qu'effectivement, elle faisait du bon boulot. Elle avait même mis des nombres en bas sur les 3 séquences. Et on travaille depuis quelque temps à essayer de comprendre quelle est la différence énonciative entre ces machines. Et de manière générale, on peut dire que DALL-E est plus adapté à articuler la composition par rapport au prompt. Mais par contre, Midjourney est plus fort dans la texture de l'image, l'imitation des styles, la reproduction des styles, les qualités, disons, plastiques. Mais voilà, sur cette première groupe d'images de Midjourney, j'ai vu qu'il y avait ces 3 visages très bizarres ici, un peu au style Pixar. Je me suis dit, je vais essayer d'appliquer la fonction VaryRegion sur les 3 visages, sur la partie centrale, sans ajouter des prompts. Et encore une fois, Midjourney a éliminé les visages parce qu'elle
à incorporer une sorte de conception de cohérence visuelle. D'autres opérations, je ne sais pas si j'ai encore du temps. 5 minutes. Alors oui, je vais essayer. Puis, ok, très bien. J'ai essayé là d'articuler les prompts de manière progressive. Des choses qui ressemblent à des jugements perceptifs. Un champ particulier, vert. La machine se débrouille très bien à sa manière, étant donné que mes prompts sont vraiment très vagues. Oui, un groupe de différents animaux, de la même manière, le résultat est bon, même si on sent les poids du dataset artistique. Puis, je me suis demandé, est-ce qu'on peut produire un prompt sur une négation? C'était un peu bête de ma part, un peu naïf de ma part, parce que si on écrit quelque chose dans les prompts, il sera présent à l'intérieur de l'image, bien sûr. On l'avait déjà remarqué avec Maria Giulia et Adrien, quand on essayait de produire un paysage selon le style de Van Gogh, mais sans soleil. Si on écrivait sans soleil, il y avait même 5 soleils. Mais par contre, on peut utiliser en fonction, ici c'est le même cas, il y a le champ un peu, et l'image est construite pour nous faire la voir très bien. Mais par contre, on peut utiliser deux tirets nom et l'objet qu'on veut éliminer, et on peut influencer, dire directement à l'intelligence artificielle qu'on ne veut pas un certain élément. Dans le cas de Van Gogh, on avait réussi, il n'y avait plus de soleil. Dans le cas du chien, il s'agit d'une opération un peu plus subtile que l'intelligence artificielle accomplit, c'est-à-dire qu'elle cadre les chiens en mettant la queue hors cadre. Donc, il s'agit quand même d'une manière de nier des images, même si, ce n'est pas forcément ce qu'on dit. Et dans cette image, bien sûr, il y a... Puis, j'ai essayé de construire des expériences à travers des constructions, disons, verbales de plus en plus complexes, en me disant, est-ce qu'on peut demander un verbe qui implique une place actentielle, des places actentielles, des modalités. J'ai essayé de faire des expériences, pour une fois, ce n'est pas systématique. Une femme qui regarde dehors de la fenêtre, mais sans spécifier quoi, ça marche. Si on demande de prendre quelque chose par terre, ramasser quelque chose par terre, un verre, c'est très bien, un xylophone, ça pose des problèmes, déjà, parce que c'est peut-être moins commun à l'intérieur du dataset, et un atome, ça ne pose pas de grands problèmes. Donc, j'ai essayé de jouer un peu avec les verbes. Certains résultats sont réguliers, on les verra. Une femme qui donne un coup de poing à un homme, on a des problèmes de direction dans ces cas-là, parce qu'il s'agit quand même de deux acteurs qui sont animés. Donc, la question est beaucoup plus complexe, et dans une image, la lutte se transforme en danse. Même chose si on dit une femme qui est en train de tomber poussée par un homme, ce n'est pas vraiment ça qui est produit, c'est d'autres choses. Et encore des exemples un peu, un groupe d'animaux qui est poursuivi par une Ferrari, ça ne marche pas trop bien au niveau de direction. Articulation temporelle. Un chien qui arrive à la gare de Rome, c'est pas mal, parce que le chien arrivé ne bouge plus. Une femme qui est en train d'arriver à la gare de Rome, elle est encore en train de marcher, et donc c'est quand même intéressant. Puis encore sur qui est en train de réaliser, qui réalise une peinture, qui a terminé de réaliser une peinture, qui est en train de le réaliser, et j'ai mis aussi un atome. Et ici, on voit que la structure temporelle n'est pas forcément respectée, surtout dans le dernier cas. C'est difficile d'imaginer un atome qui réalise une peinture, et probablement dans le dataset, il n'y avait pas beaucoup d'images. Mais on voit que dans ce cas-là, le style d'un imaginaire, de science-fiction, est converti au style de bande dessinée, et ça aussi, c'est intéressant. Verbe ponctuel, un chien qui tombe, un chien qui explose, ça marche très bien. Un chien qui tombe sur un champ ou sur une voiture de Formule 1, ici j'ai même laissé en italien, je me suis trompé, ça marche un peu moins, mais par contre, ces images sont déjà prêtes pour devenir des mèmes en ligne. Et puis enfin, dernière série d'exemples, essayer de travailler sur les modélisations, mais je n'ai pas fait beaucoup d'expérience. Et voilà, une femme qui refuse une pomme offerte par un homme, une femme qui refuse
un document offert par un homme, on ne voit pas trop les refus, même si dans certaines images, on pourrait dire que c'est ça ou que c'est quelque chose qui, voilà, qui est en train de se dérouler, mais c'est compliqué, bien sûr, c'est un niveau déjà de complexité majeure. Je vais terminer mon intervention, mais je ne vais pas représenter les contenus. J'aimerais quand même souligner 3 défis, à mon avis, que ces intelligences artificielles posent à la sémantique, les défis les plus proches possibles, disons, de l'actualité qu'on peut déjà aborder. Le premier est justement, de manière plus classique, est d'analyser comment ces intelligences artificielles sont utilisées dans des domaines spécifiques. Il faut aller chercher les cas. Et dans le domaine artistique, il y a déjà des cas de prix qui ont été remis à des œuvres artistiques qui étaient produites grâce à des intelligences artificielles. Ça, c'est intéressant et sera de plus en plus intéressant. Deuxième concerne, à mon avis, la praxis énonciative, parce que ces machines marchent effectivement à travers une praxis énonciative, c'est vraiment un geste de convocation de potentialité et de virtualité en dataset. Mais je vois quand même un défi à la praxis énonciative humaine, c'est-à-dire que dans le cas des humains, il s'agit, si j'ai bien compris, de focaliser toujours l'énonciation singulière et de voir comment cette énonciation singulière convoque des virtualités et des potentialités de la culture. Et on parle de normes, on parle de stéréotypes, mais on n'a pas expliqué quel mode d'existence sont ces genres et ces stéréotypes, comment ils marchent. Pourquoi je dis ça? Parce que dans le cas de l'intelligence artificielle, même si c'est difficile de parler du système virtuel parce que c'est des datasets énormes, c'est des modèles très compliqués, ils ont quand même une existence matérielle, une existence numérique. Et moi, je pense que le rapport entre la mémoire discursive sociale et la mémoire statistique numérique est très intéressant pour la sémantique. Et de manière plus pratique, on pourrait déjà commencer à analyser les différentes praxis énonciatives des intelligences artificielles, c'est-à-dire, par exemple, voir comment Midjourney produit des énoncés, quels stéréotypes on retrouve par rapport à Stable Diffusion. Je m'arrête ici et je vous remercie de votre attention. Mille merci Enzo. Je dois dire très impressionné par toutes les questions que tu as abordées. J'étais très intéressée par la typologie, par la typologie des archives. Et évidemment, le quatrième modèle, disons, le quatrième approche est le plus intéressant, c'est le problème des archives d'opération, d'une certaine manière d'opération sur les opérations. J'étais aussi très intéressée à ta vision de la perception comme perception distribuée, perception déléguée au texte. Et ce qui est important là, c'est que cette perception déléguée est une perception qui dépend de la contingence. Contingence de nos photos, beaucoup de textes comme ça qui n'ont aucune importance, qui sont même faux, qui sont... Et je pense que c'est très important de souligner le fait qu'il y a un fait de contingence, parce que le fait de textes à nous. Je ne veux pas t'alourdir avec plusieurs questions, mais peut-être simplement te faire un exercice d'imagination sur la méta-image technique pour comprendre la vision de la machine. Alors, j'oserais dire comment abstraitement la décrire, la syntaxe de cette méta-image technique. Évidemment, tu l'as dit peut-être à la fin, chaque praxis énonciative, je veux dire, chaque modèle, ont des praxis énonciatives différentes. C'est-à-dire, non seulement on puise sur des qualités différentes, parce qu'il y a des databases différents, mais les opérations sont différentes sur cette virtualité. Et donc, quand on parle de machine, on est un peu vague, parce qu'en réalité, il faudrait parler de chaque modèle à sa syntaxe et sa éventuellement figurativité. Alors, impossible de répondre d'une certaine manière à cette question.
Mais comme toi, quand même, mentionner la méta-image technique pour mettre en scène la vision de la machine, je veux quand même t'interroger à dire quelques mots. J'oserais dire que c'est plus difficile d'une certaine manière faire une méta-image. Tout le monde te remercie là-bas. Non, j'oserais dire que c'est plus difficile de construire la méta-image technique dans le parce que c'est, comment dire, on n'a pas une vision claire de l'iconographie dans le. Tandis que avec Midjourney, on a un minimum de, comment dire, quelque chose, une figurativité, une syntaxe sur laquelle c'est basé, c'est le fait qu'on parle de styles reconnus, c'est-à-dire le fait que Midjourney soit si fort avec les stéréotypes artistiques, ça doit être une aide pour construire cette méta-image. Parce que d'une certaine manière, on puise dans les néants et dans le tout avec dans le E, on puise dans le tout aussi dans une totalité très large avec Midjourney aussi, mais on a des points de repère. On peut faire des comparaisons par rapport à des textes qu'on connaît. Donc, je me dis, c'est peut-être plus facile de construire une méta-image de modèle Midjourney plutôt que d'autres modèles. Et puis, bien sûr, j'aurais aussi d'autres questions vraiment pour être éclairé. Par exemple, sur la syntaxe des couches. Alors, c'est peut-être plus une question sur laquelle pourra t'aider Adrien, mais dans toutes ces opérations, évidemment, on n'arrive pas à visionner, à visualiser le résultat de chaque travail, de chaque couche, du travail de chaque couche, j'imagine. Mais tu as parlé du fait que la première opération de la première couche sont peut-être un peu plus simples et que puis des lignes, on peut aller vers les formes, etc. Et ça, je voudrais en savoir plus, évidemment, mais tu réponds à ce que tu veux. Okay. Bon, je pense que la deuxième question, c'est une question tu pourrais dire. Moi, je peux dire. C'est une question pour tout le monde. Alors, par rapport à la méta-image. Jean-François peut parler, non, parce qu'il dit toujours qu'il lève la main, mais qu'on ne le regarde pas. Et voilà, on a sans aucun doute Manuel, puis Jean-François, et puis Pierre-Luigi. Faisons comme ça. Emmanuel, c'était. Oui. Alors, par rapport à la question de la méta-image, je pense que voilà, il y a plusieurs manières d'aborder cette question. Quand je parlais dans mon intervention, c'était vraiment par rapport à la vision des machines d'une manière un peu généralisée. Et voilà, ce n'est pas forcément la vision des machines spécifiques telles que Midjourney. Et voilà, j'ai pensé, je ne partage plus, plusieurs artistes ont essayé de construire des vidéos. De construire des vidéos, ils montrent comment une machine peut regarder, comment elle va isoler un peu des descripteurs, etc. Mais voilà, ça c'est mettre une image artistique de la vision computationnelle. Mais c'est déjà quelque chose, effectivement, par rapport à l'idée d'étudier la pratique énonciative d'une intelligence artificielle visuelle spécifique. C'est-à-dire, comme tu le disais, d'analyser comment Dali marche ou voit on modélise des corpus par rapport à une autre. Et effectivement, tu as déjà suggéré une réponse, une méthodologie, c'est-à-dire qu'il faudrait faire plusieurs expériences et construire une métavisualisation. Un peu comme voilà, métavisualisation, on a plusieurs images. Mais ça, c'est une manière de le faire, mais oui, ce serait une manière d'organiser les énoncés, justement. Et donc, ce n'est pas forcément comment la machine est capable de regarder, mais c'est comment la machine construit ses énonciations, mais ça nous dit quelque chose de comment le dataset est construit, etc. Donc, je suis tout à fait d'accord qu'il faut mettre en comparaison voilà, les énoncés, faire des expériences et comprendre comment les énoncés sont produits, parce que ça nous dit quelque chose du dataset, ça nous dit quelque chose de comment les datasets sont travaillés. Et c'est très intéressant. Mais oui, voilà, moi je pensais plutôt à une image
une méta-image de comment... Global, Oui, non pas un ensemble, Bien sûr. non pas un montage. Oui, oui, mais Non? en même temps, peut-être que c'est plus intéressant, plus utile pour les finalités d'analyse de faire un montage de cette typologie que de faire une représentation où plus ou moins la machine vient comme ça, regarde comme ça. Mais c'est une question très intéressante et c'est vrai que je n'ai pas travaillé cette partie. J'ai trouvé une image technique. Il y avait Mitchell qui était cité, justement, et je me suis dit, ça c'est quelque chose quand même sur lequel les éditions ont travaillé. Non, c'était un autre article, je vais le trouver parce que c'était un article consacré, son main site, cet article, mais qui consacrait vraiment à quels sont les stéréotypes de la perception de la machine. Est-ce qu'on peut parler de perception? Comment on peut réfléchir sur cette perception? Comment on peut la visualiser? Et une des pistes, c'était construire une image technique. Et voilà, il y avait cette idée finale que c'est un enjeu très important des sciences humaines, il faut vraiment qu'on comprenne, blablabla. Mais je ne sais pas aller plus loin, mais je pense que c'est intéressant, cette idée de image. Par rapport aux couches, d'une certaine manière, au syntaxe des couches, peut-être que je laisse parler. Deux mots. Oui. Donc, Sur la successivité. donc, oui, ce qu'on peut montrer en général dans les réseaux de neurones, c'est que les premières couches ont tendance à contenir des poids qui vont s'organiser de façon à former des filtres relativement simples, comme des traits horizontaux, verticaux. Donc, on va avoir des opérations relativement basiques. Et on peut visualiser le résultat de ces opérations sur des images. C'est ce qu'on appelle les feature maps. Donc, ce sont les réponses de l'image après l'application des filtres en question. Et au cours de l'apprentissage, le réseau apprend à trouver les filtres qui sont les plus appropriés pour lui. On a remarqué qu'en général, les réseaux apprennent un peu toujours les mêmes filtres dans les premières couches, des filtres relativement simples, horizontales, verticales, diagonales. Et on peut visualiser ça et le résultat de ces filtres. Donc, non seulement on peut visualiser les filtres, mais aussi le résultat sur l'image initiale. Maintenant, plus on va loin dans les couches du réseau, plus on va avoir des effets boule de neige. En fait. Les filtres vont généralement rester relativement simples, mais c'est en combinant plusieurs filtres simples les uns à la suite des autres, on va avoir une opération résultante qui est extrêmement complexe. Donc, par exemple, dans une image pour détecter une silhouette, en fait, humainement, personne ne sait comment on doit construire des filtres pour détecter une silhouette de quelqu'un qui se tiendrait, par exemple, debout. Par contre, les réseaux de neurones, à force de combiner, d'apprendre de combiner beaucoup de filtres simples les uns à la suite des autres, vont résulter en une suite d'opérations qui vont être capables de détecter des silhouettes ou des formes complexes. Et on peut aussi observer le résultat de ce filtrage successif sur l'image initiale. À n'importe quel moment du réseau de neurones, on peut aller vérifier et à l'image initiale comment est-ce qu'elle a été transformée à ce stade-ci. C'est quelque chose qui n'est pas souvent fait parce qu'il y a énormément de couches, énormément de poids, de paramètres, et donc ça prendrait énormément de temps. Et en général, ce qui intéresse les chercheurs, c'est plutôt les résultats finaux. Dans le début des réseaux de neurones, on s'est un peu intéressé à savoir ce qui était calculé et comment les poids évoluaient. Et puis quand on a vu que c'était un peu tout le temps la même chose, on a arrêté de regarder tout simplement. Donc voilà, mais il y a des techniques qui permettent de visualiser ce qui se passe plus ou moins à l'intérieur des réseaux. Alors, Manuel. Oui. Donc, écoutez, ouais. J'étais visualisée. Ah, d'accord. Mais tu veux, je peux mettre mon appareil aussi. Non, Okay. Non, mais il y a beaucoup de choses intéressantes, mais par amour de la polémique et du débat, moi, je voudrais prendre vraiment un contre-pied absolu là, sur tes deux thèses. Dire, je pense que, et finalement, la réponse qui a été donnée, elle va un peu dans ce sens-là. Il n'y a pas du tout de sémiotique et il n'y a pas du tout de perception. Donc, si tu veux, sur les deux points, pourquoi il n'y a pas de sémiotique, on vient d'en avoir la réponse, c'est-à-dire que dans le fond, à chaque couche, on rajoute des critères qui sont totalement incompréhensibles et qui n'ont pas de sens. Et le problème de la non-explicabilité des réseaux de neurones, moi, à chaque fois que je discute avec des spécialistes des réseaux de neurones, ils disent
Parce que les gens ils disent toujours, vous savez, quand on fait de la décision automatique avec des réseaux de neurones, oui, c'est bien, mais il faudrait qu'ils puissent expliquer. Mais en fait, ils ne peuvent pas expliquer. Parce que justement, c'est le propre de ces technologies, si tu veux, d'optimiser en permanence, de manière, bon, alors, c'est pareil, les spécialistes en parleraient mieux que moi, mais donc, il y a zéro sémiotique. Tu sais, c'est ce que Guattari appelait des machines assignifiantes. Alors après, on peut peut-être parler de sémiotique assignifiante, mais pour moi, c'est quand même un peu contradictoire de dire sémiotique et non signification. Euh, Si tu veux, le processus de génération, il n'est pas explicable avec des catégories visuelles. Et vraiment, montre-moi le contraire. Donc, si tu veux, c'est un peu ce payer de mots. Par contre, l'utilisateur, il sémiotise en permanence. Hein, c'est ce que tu fais. Voilà, le prompt, il a plein de sens. Et l'analyse, voilà, ça, tu vois, c'est le premier point. Alors, ça c'est aussi lié à une forme de gêne que j'ai, parce que tu sais, alors moi, j'ai bien parlé des formes de raisonnement, tu vois, dans un sens très confiné, lié à des théories de sciences cognitives. Mais tu vois, moi, quand j'ai commencé l'IA, tu as toujours les gens qui font de l'IA forte et les gens qui font de l'IA faible. Les gens qui font de l'IA forte, ils te disent oui, l'IA, elle va savoir tout faire, elle va percevoir, elle va raisonner, elle va parler, elle va tout comprendre, elle va avoir une conscience. Tu sais, donc on se paye de mots en permanence. Et donc, je pense qu'il faut être très prudent. Parce que nous, en sciences humaines, si on commence à rentrer dans cette espèce de cycle que les informaticiens adorent, hein, pour chercher des budgets, ils vont te dire, voilà, on finit par se piéger nous-mêmes. Donc, ça, c'est un peu mon réflexe. La deuxième chose, c'est sur la question de la perception. Moi, je pense pas que. Tu vois, tu aurais dit vision artificielle. Bon, on aurait pu discuter parce que la vision, ça existe depuis quand même assez longtemps. La perception, c'est des opérations vraiment, il y a de l'expérience, enfin, c'est quelque chose de. Bon, alors, d'une part, sur ces archives, je pense que c'est de la recherche d'information. Il n'y a pas du tout de perception au sens de la vision. Et donc, c'est des systèmes de recherche d'information qui sont intéressants, ils sont pilotés par des mots, parce que tu as bien expliqué comment on allait connecter des images à des mots, tu vois. Mais si on parlait de perception, alors d'abord, il faudrait dire quel sens. Alors, donc, ce serait de la vision. Donc, si c'est de la vision, justement, on ne peut pas voir l'archive, puisque justement, on a des suites de, tu vois, Donc, ça me semble tout à fait erroné de parler de perception, qu'on parle de recherche d'information et qu'on se pose la question de en tout cas, il n'y a pas non plus vraiment de sémiotique Moi, si à un moment donné, quand je travaillais sur les systèmes d'organisation des connaissances, hein, je disais effectivement, il y a une organisation des connaissances connexionniste qu'on ne peut pas expliquer, mais qui est très pertinente, par exemple, mais pertinente, mais très loin de ce que tu annonces. Hein, c'est pareil, moi, j'utilise énormément les logiciels de recherche de photos. Alors, sans doute, on est très loin des performances, mais ils sont quand même très, très, très faibles, hein, tu vois, en termes de. Donc, c'est toujours pareil. Si on regarde vraiment, même la recherche d'informations assistée, elle est d'une faiblesse, tu vois. Donc, moi, je pense qu'il ne faut pas qu'on rentre, tu vois, pour les raisons que j'ai dit tout à l'heure, hein, de cette performativité où les gens voilà, veulent nous faire croire que ces outils sont dotés d'une intelligence qui pourrait concurrencer l'homme. Voilà. Écoute, mais en même temps, tu vois, c'est pour le plaisir de la discussion, il y a beaucoup de choses très intéressantes aussi. Ouais. Alors, je vais répondre avec un anecdote. Tout d'abord, quand je suis allé il y a un mois le mois dernier couper mes cheveux, j'ai trouvé mon coiffeur qui a commencé à me parler d'intelligence artificielle et comment il parlait avec l'application mobile de ChatGPT, qui lui avait donné une voix de femme, que quand sa femme est rentrée, il a dit « Tu parles avec qui ?» Il m'a dit qu'il a réalisé des expériences avec Midjourney. Et alors, il me semble qu'ils sont déjà utilisés dans les pratiques quotidiennes. Et donc, ça doit avoir de l'intérêt pour la sémiotique, au moins pour savoir comment on l'utilise. Deuxième raison, produire des énoncés, c'est quand même quelque chose qu'on peut analyser au niveau sémiotique. Troisième chose, est-ce que les langages mathématiques ne sont pas des langages? Est-ce que vraiment on ne doit pas s'intéresser au langage mathématique et au langage mathématique avec d'autres choses, surtout quand il s'agit des pratiques sociales qui ont un impact sur la vie de tous les jours, sur le travail, justement, comme vous l'avez remarqué. Et alors, on pourrait dire qu'on devrait éliminer voilà, l'image scientifique. Elle n'est pas intéressante, mais quand même, scientifique, on a produit beaucoup sur l'image. Non, mais les usages sont sémiotiques. Mais là, tu parles de l'intelligence artificielle qui, tu vois, serait dotée de capacités de perception. Les usages sont sémiotiques. Je réponds à la première question, c'est-à-dire que pourquoi c'est intéressant et pourquoi c'est de la sémiotique? Parce que c'est une question de langage, c'est une question des énoncés, c'est une question de traduction. Les images des trous noirs ne sont pas, les outils qu'ils ont réalisés ne sont pas intéressants, ne sont pas sémiotiques, mais c'est un travail sémiotique.
travers toutes les traductions. L'utilisateur. On est Non, d'accord. les- L'usager. Pardon. Quel intérêt de dire que Je veux dire, si nous avons des bases de données qui sont pleines de photos, ça a quand même à faire avec notre perception humaine. C'est Et nos puis, on archives. les retravaille. La base, c'est la perception humaine. C'est clair que la perception humaine Non, a non, été non, traduite non. en nombre. Oui, Sûr. moi, En embeddings. je veux dire que l'image soit produite par une machine qui est stupide ou par un humain qui est intelligent, ça n'empêche pas qu'il y ait un système mis en place par des êtres humains qui produit des images. Il y a des traductions entre des langages mathématiques et pas mathématiques. C'est une sémiotique, c'est quand même un problème de la sémiotique. Ça, c'est pour la question de pourquoi c'est intéressant pour la sémiotique. Et puis, en raison plus large, alors on devrait s'occuper d'autres choses. Voilà, on ne comprend pas assez bien l'intelligence artificielle, alors on reste voilà, s'occuper d'autres choses, tandis que tout le monde. Et Enzo, je crois que tu ne m'as pas compris. Moi, je ne dis pas qu'il n'y a pas des questions d'usage intéressantes pour la sémiotique. Je dis que le système lui-même ne sémiotise pas. Tu vois, il n'y a pas de sémiotisation dans la façon dont la machine produit des choses. Si on parle de la perception, je suis déjà, voilà, je suis d'accord parce que, voilà, j'ai parlé de perception pour mettre en comparaison la manière de voir, mais la machine ne voit pas. La manière de percevoir, d'entendre de la machine, elle ne voit pas, ce n'est pas la perception humaine. En même temps, elle fait des calculs topologiques, elle a sa manière de modéliser, si l'on veut, qui n'est pas intelligente, qui est automatique. Mais voilà, ça n'empêche pas que même si la machine n'a pas de conscience, même si la machine n'a pas un fonctionnement sémiotique direct comme la perception humaine, ces réseaux de traduction qui sont établis par les êtres humains, et s'il y a un utilisateur qui met en prompt, ce n'est pas qu'il y a seulement à la fin quelqu'un qui applique de la sémiose, c'est le système qui est sémiotique en soi, c'est-à-dire il est fait pour permettre à un être humain d'utiliser un prompt et de produire une image de Van Gogh ou d'autres choses. Et dans les pratiques de design, ça sera de plus en plus autorisé. Je ne sais pas si c'est bien, si c'est mal, mais ce sont des systèmes sémiotiques, ce sont des systèmes liés au langage, bien sûr, des langages mathématiques qui sont plus difficiles pour les sciences humaines, mais qui ont été aussi abordés en sémiotique et d'autres disciplines, mais aussi des langages visuels. Ce n'est pas assez de nouveaux imaginaires, ou de nouveaux styles, ou de nouvelles manières de configurer les images. Donc, moi, je pense que ça fait quand même partie des pratiques humaines, et je pense que la sémiotique doit dire quelque chose. Si c'est la science de traduction, des langages de toute typologie, qui peut étudier les images scientifiques, je ne vois pas quel serait le. Oui, mais là, je suis d'accord avec toi. La sémiotique doit parler des usages, doit parler de l'interprétation des résultats. C'est quand tu dis la machine perçoit et la machine donne un sens sémiotique que je critique. C'est mon seul. Non, la machine ne perçoit pas, mais la machine Vision ou tous les dispositifs pour capter, si on veut parler comme ça, sont quand même intéressants et l'aborder par rapport aux perceptions est intéressant. Mais la machine ne perçoit pas, on est pas. Là, on est. Elle a délégué sa perception à la textualité qui existe dans les database. Mais c'est une question intéressante, une question qui peut se poser. Et désolé pour mon côté un peu. Ouais. Alors, Jean-François, et puis on a encore Pierluigi Abner. Bon, alors je vais être rapide. Donc d'abord, merci beaucoup. Merci beaucoup, Alison, parce que c'était vraiment très clair. J'ai eu le sentiment de comprendre de quoi il s'agissait. Wow. Hein? Wow. Alors, personnellement, parce qu'il y a quand même une grande dimension esthétique, je ne sais pas, j'ai une tendance personnellement à avoir beaucoup d'affection pour les machines. Et donc, mon raisonnement est un peu biaisé, parce que quelquefois, je donne de la perception, par exemple, les engagements, comme ça. J'ai cette tendance, donc je confiance dans les machines. Et donc, je vais plutôt argumenter dans le sens où. Donc, je vais poser une seule question parce qu'elle me paraît un petit peu. Enfin, pour un sémioticien, elle a un certain intérêt. Il y a un exemple que tout le monde connaît ici, c'est que la sémiotique, c'est une définition. Et donc, analyser des textes dans l'immanence, etc. Bon. Et en sens inverse, ça produit ce qu'il a appelé un parcours génératif.
c'est-à-dire quelque chose qui va justement par strates comme ça. C'est pas des troncs, mais c'est des strates. Et ce qui est censé être produit, ça ressemble beaucoup quand même parce qu'on parle de catégories extrêmement générales pour spécifier de plus en plus jusqu'à arriver finalement à une énonciation qui concrétise complètement la chose. Alors, la question, c'est une analogie, j'entends bien que ça ne marchera pas partout. Mais la question, c'est quand même de savoir, lorsqu'on a une démarche analytique, est-ce qu'on peut simuler la réalité de l'objet qu'on a analysé par une démarche synthétique? Or, ça dépend beaucoup de l'hypothèse que l'on fait sur la nature de l'objet. Si vous démontez une bicyclette, il n'y a pas de problème de remonter la bicyclette en sens inverse. Faire la synthèse après l'analyse. Mais vous pouvez difficilement faire ça avec un organisme, parce que justement, il a une genèse qui est d'une nature totalement différente et qui n'est pas l'addition, on ne fait pas d'argilite, même en additionnant des cellules, dans aucun sens. Donc, il y a une sorte de genèse interne. Or, il me semble que l'expérience de la sémiotique, en tout cas, nous a montré que le centre est plutôt quelque chose qui ressemble comme une genèse organique, c'est-à-dire extrêmement compliquée avec des étapes, une histoire, etc., plutôt que d'une genèse technique au sens mécanique. Or, je pense que la question de la perception, par exemple, ou toutes les questions qui ont rapport à des traits humains que la machine aurait ou n'aurait pas, dépend beaucoup de la façon dont on construit la genèse de ce qu'il y a à générer, justement. Par exemple, l'image. L'image, c'est évidemment pas l'addition mécanique de choses, c'est une genèse plutôt organique, etc. Donc là, il y a un problème théorique, simplement. Pas ni d'objection, ni un sens dans l'autre, mais il y a un problème théorique sur la nature de la chose même. Oui, je ne suis pas sûr d'avoir capté la question précise, mais bien sûr, les modèles génératifs de grimaces, c'était lié justement à l'idée de simuler bien le parcours génératif du sens, c'est-à-dire d'imaginer des strates profondes jusqu'à la manifestation, est très différent d'un modèle lié à la genèse, lié à la composition, lié à l'articulation. Mais moi, je suis tout à fait d'accord. Et je pense qu'effectivement, dans des cas, surtout de la perception, mais peut-être même dans des cas d'études des intelligences artificielles, s'il ne s'agit pas de perception, bien sûr, on ne peut pas utiliser ces modèles par strates. Parce que c'est très facile. Moi, je trouve que ces machines sont très grimaciales. C'est-à-dire, c'est très facile. Ils ont la compétence, c'est les bases de données, c'est une compétence matérielle, et puis ils s'énoncent à travers schizia créatrice en italien, je ne sais pas en français. Oui. Mais voilà, le problème est qu'on n'a pas dit, comment ça se réalise, parce qu'effectivement, il y a une autre logique, une logique de composition qui collabore avec les mathématiques. Et en fait, dans cette partie, quand je parlais des trois syntaxes, j'avais essayé d'adapter les trois manières d'unification que vous avez proposées sur la rhétorique et l'économie des images, mais je n'étais pas convaincu que je pouvais répondre voilà, la fusion, l'écran, et donc j'ai gardé seulement deux écrans, vous avez vu que je l'ai repris, et la question des règles syntaxiques, mais je suis tout à fait d'accord, c'est la nature de l'objet et les réglages qu'on donne à cet objet, parce que vous pouvez tout à fait dire, c'est une question purement technique, c'est une question d'optimisation, etc. Et donc, voilà, on n'est pas intéressé par la genèse, on est intéressé, par exemple, regarde, mais quand la machine produit des tableaux qui mélangent un tableau abstrait, un tableau des paysages, comme Vero l'a analysé, ça devient quand même une question de composition visuelle et on ne peut pas penser simplement d'extrait, on doit penser aussi en termes de composition. Bravissimi. Pierluigi, on t'écoute.
Alors, bonjour à tous. Merci, merci Enzo pour cette idée de aborder l'intelligence artificielle à partir d'un circuit de composition qui peut être aussi une composition des circuits. Mais je voudrais te poser une question sur un autre aspect qui interroge justement l'essence, la dimension signifiante de l'intelligence artificielle. Je voudrais te poser la question finalement sur la relation entre l'archive des données, et donc les big data, et la possibilisation qui est, comment dire, activée par la possibilité justement de stratifier des opérations, activer des opérations ultérieures. Parce que dans cette distance critique entre forme stratifiée et archivée et opération syntaxique de réconfiguration finalement du possible, ben, qu'en penses-tu finalement? Il y a justement l'idée de constituer un langage, n'est-ce pas? Si on a cette distance entre les deux. Et donc, l'intelligence artificielle semble étendre la contingence linguistique, par exemple sur le plan de l'image. On peut étendre nos possibilités de construire des images. Et en même temps, tu as montré comment cette possibilisation ouverte doit trouver des formes des réductions, des limites, à partir de la culturalisation déjà existante de formes de subjectivité, donc des perceptions, d'adaptation à des styles, donc à des langages, à des institutions qui sont les images valables dans un domaine institutionnel, un domaine scientifique, un domaine artistique, etc. Et donc on a un peu cette rencontre entre deux normativisations. Tu as parlé de normativisation énonciative de la machine, mais il y a évidemment des normes qui appartiennent à la culture. Et donc, la question paradoxale que je veux te proposer est la suivante, vraiment paradoxale, mais on pose des questions justement parce qu'on ne connaît pas déjà les réponses. Si, en théorie du système, on dit qu'une double contingence va faire émerger un ordre, hein, la conversation, ma contingence, je sais pas, émotionnelle, je rencontre une autre avec sa propre contingence et ça va donner, ça fait émerger une sorte d'ordre interactionnel. Qu'est-ce qu'est la relation entre la normativisation de la machine et une autre normativisation, la normativisation culturelle? Est-ce que ça donne lieu à une nouvelle contingence? Tu vois, qu'est-ce que je veux dire? Contingence pour contingence. Deux formes de contingence donnent lieu à un ordre, deux formes de normativisation donnent lieu à une nouvelle liberté, à une nouvelle contingence, parce que finalement, aussi pour reprendre la remarque de Manuel, est-ce que c'est de la sémiotique? On constate que il y a, n'est-ce pas, à travers l'interaction avec la machine, une distance entre l'intention, tu l'as montré, tu donnes une intention d'obtenir quelque chose et des résultats. Donc, il y a une sorte de distance critique entre créativité et découverte, entre visée intentionnelle et saisie. Est-ce que ça, c'est déjà, finalement, cette distance ne relève pas déjà d'une sémiotisation, hein, cette distance? Si on part d'une forme, si on part d'un contenu pour chercher la forme, bon, une forme expressive, oui, d'accord, mais on peut renverser aussi les relations, n'est-ce pas? Et c'est poser la question si l'expression peut devenir forme pour en signifier donner. Et donc, la réversibilité entre expression et contenu n'est pas de la sémiotique, finalement. Et donc, le fait de, à travers la machine, d'activer une sorte de sémiotique exploratoire. On ne connaît pas encore les sens, on est à la recherche du sens. Est-ce que l'essence est stabilisation de forme ou est-ce que nous avons toujours travaillé finalement en sémiotique sur l'interrogation du sens, sur l'interrogation de valeur? Finalement, quand je fais même les premiers cours de sémiotique, moi, quand je dois décrire l'énonciation, je dis que l'énonciation est une pluralisation de points de vue.
Et donc, c'est déjà le fait de ne pas accepter les valeurs en tant que valeurs, mais de les interroger, de les observer à partir de d'autres perspectives. Donc, il me semble qu'il y a pas mal d'indices qu'il y a des enjeux sémiotiques, non seulement à partir de notre appropriation des résultats de la machine, mais qu'il y a des sémiotiques dans les couplages avec la machine, dans les relations avec les machines, qui sont des relations bilatérales. Voilà, c'est une série de suggestions et de provocations que je voudrais adresser aussi à nos amis, aux autres participants. Merci. Merci Luigi. C'est des questions, suggestions très intéressantes, très difficiles. Déjà, cette question du rapport entre l'utilisation de la machine et l'utilisation de la culture me semble déjà très complexe. Mais voilà, c'est clair que peut-être, non, ça me rappelle quelque chose que Ledmanovic a écrit dans un de ses articles et aussi sur Facebook dernièrement, quand il a dit que au début, quand ces intelligences artificielles visuelles, Stable Diffusion, etc., étaient implémentées au début, c'était beaucoup plus facile de faire des découvertes. C'est-à-dire, en écrivant des prompts, il s'est passé des choses mystérieuses, c'est-à-dire que les résultats n'étaient pas si normés, et que maintenant, la machine est devenue plus adaptée à produire ce qu'on lui demande, et du coup, on a perdu un peu des découvertes, il dit. Et donc, ça me semble une manière de répondre à ce rapport entre normativisation, c'est-à-dire qu'il y a un risque, si on peut l'appeler risque, que les normes de la machine deviennent les normes de la culture. Et là, on a un problème parce que ça serait intéressant de les faire travailler de manière pas synchronisée. Mais voilà, c'est une question à laquelle il faut réfléchir. Une autre chose à laquelle j'ai pensé, dernièrement, je pense il y a une semaine ou 2 semaines, OpenAI a annoncé la sortie de Sora, son intelligence générative visuelle, mais pour produire des vidéos, des courtes vidéos jusqu'à 1 minute. Mais voilà, et j'ai vu les vidéos qui étaient présentées sur le site, et dans plusieurs de ces vidéos, il y avait des glitches qui n'étaient pas des glitches classiques comme dans les images numériques. Voilà, c'était des glitches où, par exemple, il y avait un enfant qui préparait un plat de cuisine et la cuillère disparaissait. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas, l'algorithme n'a pas encore implémenté le fait que les formes doivent rester les mêmes, etc. Et donc, je me dis que ce n'est pas un exemple intéressant, la question des glitches, mais que des imaginaires différents, des imaginaires visuels différents peuvent émerger à partir des limites et des normes de la machine. Mais voilà, c'est une réponse très, très provisoire. Merci beaucoup, Heinz. Merci beaucoup, Luigi. Abner, tu es là? Je suis là. Je ne sais pas si on m'entend. Bien. Bonjour. Oui, merci pour cet exposé. Du coup, ma question va être plus courte parce que l'essentiel a été dit par Pierluigi et puis, dans ce que je voulais faire comme remarque, mais je vais quand même la reformuler de là où je suis. C'est-à-dire à partir de mon expérience de psychanalyste et d'ethnopsychiatre. Et une des obsessions autour de la question du dispositif, c'est-à-dire en quoi, lorsqu'on est pris dans un dispositif, ça génère d'une certaine façon un nouvel objet et de nouveaux types de relations, d'interactions, qui pose le problème dans le cas qui nous intéresse ici, de la problématisation initiale. Je voulais revenir sur la question de l'archive, par exemple. La question de l'archive, l'archive effect, peut-être il y a des choses à voir. En tant que psychanalyste, le problème de l'archive, c'est la question de la mémoire, et la question de la mémoire peut aussi se voir du côté du trou de mémoire, le refoulement, etc. Et donc, disons que de la même façon, la question de la transmission. Il y a toutes les cultures de tradition non écrite, et même dans l'Antiquité, alors Stigler reprenait ça, mais aussi Derrida, il y a l'idée que l'archive, d'après ce que j'ai compris, dans l'Antiquité, on distinguait entre la mémoire hypomnésique et la mémoire anamnestique.
C'est-à-dire que dans la mémoire, il y a dans l'archive, il n'y a pas seulement une accumulation de documents, de data, mais aussi des prescriptions, des manières de faire, des lois, des comment faire, etc. Et donc, il y aurait peut-être intérêt à développer un peu plus cette notion, disons, cette distinction entre l'archive anamnestique et l'archive hypomnésique. Qu'est-ce que ça prescrit au fond? Et d'une autre manière, on pourrait dire, dans ce rapport à la mid-journée ou tous ces logiciels et algorithmes, qu'est-ce que ça oblige à faire? Et moi, j'étais intéressé par une des dernières expériences que tu as fait sur le chien sans queue. Alors, les chiens sans queue, évidemment, sans faire d'interprétation. Donc, si on voit les travaux de François sur la question de la négation de l'image, ou encore les travaux de Maria Giulia, il y a quand même une chose intéressante, c'est que dans l'évolution de ton prompt, on voit disparaître la négation. Et ça, c'est à peu près en rapport avec ce que dit, par exemple, Jean-François sur la négation dans l'image, c'est-à-dire qu'elle s'exprime autrement dans l'image, la négation. Et ça, c'est intéressant de voir dans cette interaction précise comment l'usager va changer sa façon de sémiotiser ou disons, de décrire la négation en la niant. Et ça, c'est intéressant parce que ça rejoint certains thèmes de la psychanalyse, où le déni ou la dénégation ou d'autres choses de genre se manifestent par la disparition. Comme le fait l'appareil, la disparition, le hors-champ ou le obscène, c'est-à-dire que la scène est coupée. Ou alors elle est montrée de façon, on montre le derrière des chiens, puis ensuite elle est coupée. Alors ça c'est intéressant parce que justement comment on met en relation l'image et cette obligation faite à l'usager de modifier sa façon de parler à la machine. Et du coup, qu'est-ce que ça transmet? C'est aussi une autre façon de tourner la question dans l'esprit de... Voilà. Les suggestions. Merci beaucoup pour ces deux suggestions. Je vais être rapide. Par rapport à l'archive, aux archives, effectivement, c'est quand même une présentation très orientée par rapport à la collection d'objets et les collections d'objets numérisés. Donc voilà, ce n'est pas l'archive en tant que lieu justement d'élaboration mémorielle, ce n'est pas l'archive en tant qu'imaginaire, mais ces significations existent. C'est moi qui j'ai sélectionné des choses, disons, plus matérielles, plus liées à des opérations numériques. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il faudrait travailler mieux les divisions. D'ailleurs, il y a une littérature énorme sur les archives, et de plus en plus, parce que le numérique appelle l'archive. Et par rapport à la négation, à comment interpréter la négation, à comment faire comprendre à la machine qu'on est en train de nier, ou qu'est-ce qu'on fait avec la négation, c'est très intéressant. Et effectivement, quand j'ai réalisé cette expérience, je me suis dit, la machine a raté. Alors, je vais changer le cadrage. Mais puis, je me suis dit, mais non, attends, c'est vraiment une des manières que l'image a dénié, c'est-à-dire de manière, pas avec une particule, disons, langagière, mais de mettre hors cadre, d'affirmer, de rendre, voilà, de ne pas réaliser une figure, mais de la mettre en mémoire de l'image. C'est très intéressant. Par contre, par rapport à la manière de parler à la machine, c'est vrai que dans ce cas, on est un peu obligé de lui mettre, de détirer, non, etc. Mais je ne sais pas si ça va changer les styles, voilà, mais ce sont des suggestions très intéressantes. Merci. Merci Adner. Bon, il faut clôturer la séance, il est 17h20.